Tiens, alors, pour continuer, sous ce titre énigmatique, j'aimerais vous parler d'une de mes passions, à savoir le développement sur une petite carte de développement et sur tout ce qui tourne autour de l'Internet des objets et des objets connectés. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Baptiste Guiremont, je suis développeur chez SonarSource. Et là, pour le coup, ces petits objets connectés, c'est une marotte qui me prend de plus en plus de temps. Et j'espère que vous avez compris pourquoi ce soir. Bon, pour commencer, avant de parler d'Internet des objets, on peut parler d'Internet des humains. Il faut savoir que, en gros, dans les 20 ans qui se sont écoulés entre 89 et 2009, donc les 20 premières années de ce qu'on peut appeler l'Internet commercial, il s'est échangé environ 50 pétaoctets sur Internet, et en grande majorité du contenu créé par des humains pour des humains. Donc des articles de blog, des news, des emails, des photos de chatons, pardon, des photos de famille. Mais pendant ce temps-là, entre 89 et 2009, on a vu plusieurs phénomènes émerger. D'une part, une augmentation assez fulgurante des débits disponibles. On est passé de quelques dizaines de kilobits seconde à quelques dizaines de mégabits pour les plus chanceux. Dans le même temps, on a vu aussi exploser les puissances disponibles, en particulier dans l'embarqué, puisqu'on est passé de microcontrôleurs à quelques millihertz jusque les systèmes on-chip, donc les processeurs que vous avez maintenant sur vos téléphones et tablettes, qui tournent à quelques gigahertz. Et tout ceci s'accompagnant d'une accessibilité accrue à ce genre de techno pour le grand public. Ce qui fait que maintenant, quand on s'intéresse à un salon comme le Consumer Electronics Show de Las Vegas, eh ben on s'aperçoit que entre 2013 et 2014, il y a eu pas mal d'objets connectés qui ont été proposés un petit peu comme ça au grand public. Alors ça va de la montre au thermostat connecté, en passant par le système électronique intelligent dans une voiture, en passant par le bouton de porte qui est contrôlable à distance, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ceci est bel et bien beau au niveau du grand public. Maintenant, pour les bricoleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que toutes ces ressources qui sont utilisées par les grosses boîtes pour faire des produits grand public, elles sont accessibles, en particulier via des initiatives open source, de hardware open source, dont j'aimerais vous présenter 3 représentants ce soir. Donc on va commencer avec le best-seller, le Raspberry Pi. Il faut savoir que le Raspberry Pi, c'est un projet qui a été lancé, si je ne m'abuse, en 2006 et qui a été qui a été mis sur le marché pour la première fois en 2012 avec un but éducatif. Le but étant de produire la petite carte que je vais vous faire passer. Hop. Donc, format un peu plus grand qu'une carte de crédit sur lequel on retrouve une connectique complète. Donc avec une sortie HDMI ou une sortie vidéo analogique, des ports USB pour brancher des périphériques, du réseau pour le modèle B, sachant qu'il existe aussi un modèle A qui a moitié moins de RAM et qui n'a pas de réseau, et surtout le petit tableau d'entrée-sortie ici qui est bien pratique quand on veut faire de la programmation et du contrôle de composants. Alors le Raspberry Pi, de sa vocation d'éducation, c'est devenu un phénomène dans les communautés makers et bricoleurs. Tout simplement pourquoi? Parce que le hardware open source, le fait qu'on puisse changer d'OS très facilement via le port SD, ça permet d'essayer plein de choses. Et donc on a un système Linux complet qui est programmable dans à peu près le langage que vous voulez, à partir du moment où ça tourne sur un socle ARM. Et à partir de là, il y a toute une communauté qui s'est montée autour de ça. Alors, ça a donné lieu à des projets, par exemple, de microsatellites, des Raspberry Pi envoyés aux frontières de l'espace. De manière beaucoup plus terre à terre, il y a des gens qui s'en servent comme passerelle VPN. Par exemple, chez nous, chez SonarSource, on a 3 Raspberry Pi qui s'occupent de la gestion des VPN. Ça explique des choses. Je ne savais pas ça. C'est pas ça le vrai problème. Non, voilà, moi le seul reproche que je peux faire au Raspberry Pi par rapport à celui que je vais vous présenter derrière, c'est le nombre assez limité finalement de ports d'entrée-sortie qu'on a.
puisque au final, sur l'ensemble des ports qui sont disponibles là-dessus, il y a un bus I2C, si je ne m'abuse. C'est un bus qui est très répandu dans l'industrie pour piloter des périphériques et des composants. Un certain nombre de ce qu'on appelle les GPIO, donc les entrées-sorties génériques, mais c'est un nombre assez limité. Donc dès qu'on a plus de 3 ou 4 lignes à tirer, on commence à être un petit peu limité. C'est pour ça que je voulais vous présenter également la famille Beagle. Alors, la famille Beagle, c'est une famille de cartes qui ont été conçues par Texas Instruments autour de leur système on-chip que vous voyez là au milieu. Et qui, dans sa dernière mouture, à savoir la Beaglebone Black, c'est une carte qui est très abordable, qui consomme assez peu, en particulier par rapport à un Raspberry Pi, et qui offre une expérience tout en un assez inégalée. Quand vous recevez un Beaglebone Black, vous le branchez en USB et vous avez accès directement à du réseau sur USB, à une console série, une véritable console SSH, et à un IDE en mode web qui est basé sur Node.js et qui vous permet déjà de commencer à exploiter les entrées-sorties de la carte. Vous avez un certain nombre de petites LED pour commencer à apprendre à jouer avec les bibliothèques d'entrée-sortie. Et donc, il y a surtout ce qui fait, à mon avis, l'intérêt de la Beaglebone, ce sont ces deux grands ports d'extension ici, qui par défaut vous offre 2 bus I2C, une quarantaine de GPIO, un certain nombre de ports série, le tout étant reconfigurable au niveau logiciel. C'est vraiment très très versatile. Son principal inconvénient par rapport au Raspberry Pi étant que la sortie vidéo, que vous ne voyez pas puisqu'il est de l'autre côté du PCB, n'est pas accéléré. Enfin, le décodage vidéo n'est pas accéléré. Là où un Raspberry Pi va vous permettre de décoder des vidéos et d'en faire un PC multimédia vidéo branché sur une télé, celui-ci va vous permettre d'accélérer le rendu, mais pas d'accélérer le décodage des vidéos. Alors, cette carte, elle est vraiment faite avec la robotique en tête. Quand on voit le nombre de périphériques qu'on peut piloter avec, c'est vraiment une de ses principales applications. Il faut savoir également que le fait que la vidéo soit pas accélérée, c'est dû au fait qu'il y a un certain nombre de lignes qui ont été déroutées du cœur vidéo vers les GPIO pour offrir plus d'entrées-sorties. Et du coup, vu que le layout de ces deux connecteurs est très reconnu maintenant, il y a un certain nombre de cartes d'extension qu'on appelle des CAP, qui peuvent venir ajouter des capacités à la Beaglebone. Son autre défaut également par rapport au Pi, qui peut être aussi un avantage, c'est qu'il n'y a pas le port SD. Il y a un port micro SD qui sert à charger la flash interne, donc la flash interne elle fait 2 Go. Mais ça peut être vu comme un avantage dans des applications où il y a pas mal de vibrations, où une carte SD pourrait s'enlever. Pour finir, je termine avec une carte qui est pas mal différente dans son fonctionnement des deux précédentes. Les deux précédentes, il faut savoir que c'est des single board computers, donc des machines qui vous permettent de faire tourner sur une seule carte un système Linux complet, donc avec un shell, avec tous les interpréteurs qu'on veut faire tourner dessus. Ici, l'Arduino, c'est un microcontrôleur. Donc il faut savoir que le microcontrôleur Atmel qui est là-dessus, il tourne à 16 MHz. Ça paraît peu, mais ça permet déjà de faire pas mal de choses. L'immense intérêt, il y a 2 immenses intérêts à l'Arduino. D'une part, il est très basse consommation, de l'ordre de quelques dizaines de milliampères en fonctionnement, et ça peut descendre à quelques milliampères, voire quelques centaines de microampères en veille. Il y a un IDE qui est livré avec, qui vous permet de développer, c'est du C++, mais c'est suffisamment bien enrobé pour être très très accessible. Et notamment, il y a un accès direct à toutes les GPIO numériques en haut, et à un certain nombre d'entrées-sorties analogiques sur le bas. Et là aussi, il y a une communauté assez impressionnante qui a créé des tas de cartes d'extension qui se branchent sur ces ports d'extension. Alors, il faut voir que sur un Arduino, il n'y a pas de connectivité Internet directement. Par contre, sur la base de Shield, donc de cartes d'extension, vous pouvez rajouter
de l'Ethernet, du Wi-Fi, du Bluetooth, du Zigbee, nommez-le, je crois que ça existe. Donc, ce qui va faire l'intérêt de l'Arduino, c'est de contrôler des périphériques bas niveau. D'une part, la grosse différence de l'Arduino au niveau des périphériques, c'est que ces entrées-sorties sont sur des niveaux de 5 volts, alors que les deux cartes précédentes sortent sur du 3 volts 3 et ça le rend compatible avec beaucoup plus de composants. Pour finir, je voudrais vous présenter quelques ressources si vous voulez commencer à vous y mettre. D'une part, l'excellent Adafruit Learning System. Donc, Adafruit, c'est une société new-yorkaise qui conçoit et qui vend du matériel open source pour les bricoleurs. Et ils ont une base de connaissances qui est assez impressionnante. Moi, la plupart des montages que j'ai pu faire avec ces cartes de développement viennent de là-bas. Et pour finir, un petit peu de sponsoring des gens par qui je suis passé pour me procurer ces petits trucs. Donc Alpha Crucis, ils sont sur Lausanne, L'Extronic sur Paris, et Génération Robot sur Bordeaux, et iPrototype, je crois qu'ils sont aux Pays-Bas. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine que tu as joué un peu avec. J'ai commencé, ça fait pas mal de temps que je m'y intéresse. J'ai enfin fini par faire des projets un petit peu concrets ces derniers temps. Et justement, dans ces projets concrets, tu as pu faire quoi? Alors, un projet extrêmement concret. C'est celui-ci que vous pourrez voir un petit peu plus près si ça vous intéresse. Le problème très concret qui vient résoudre, c'est que on se posait la question de quelle température descendait, à combien descendait la température dans la chambre de nos enfants pendant la nuit. Donc, sur la base d'un Arduino Uno, un petit capteur de température, ce qu'on ne voit pas bien à cause du contraste, et d'un petit afficheur LCD, on a fait un petit enregistreur avec mon épouse. On a fait ça un samedi après-midi, il faisait pas beau, qui mesure la température courante et la température min-max entre deux resets. Ok. Voilà. Ils ont inventé des terminaux. Avec le minimum. Avec l'historique aussi. Minimum, maximum. Là, l'avantage, c'est que ça m'a coûté pas très cher. Ouais. 500 $. Ça m'a coûté le prix des composants. Non, blague à part, toutes les cartes que j'ai présentées ce soir, elles sont de l'ordre de quelques dizaines de francs. Alors, un Arduino Uno comme ça, c'est 20 ou 25 francs, je crois. Le BeagleBoat Black, ça doit être le plus cher, il doit être autour de 50 francs. 50-60 francs suivant les fournisseurs. Donc c'est vraiment très abordable et il y a des tas de ressources sur internet pour commencer à jouer avec ces petits trucs-là. Okay. Il y a des communautés dans le coin ou dédiées à ça ou... Ouais, alors il y a un Fab Lab, donc un Fab Lab Hackerspace, donc c'est des gens qui s'intéressent notamment à l'impression 3D et qui du coup jouent pas mal avec ce genre de truc. Il y en a un à Genève, il y en a un qui a démarré à La Côte, ou moi dernier, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un Hackerspace, Fab Lab et Hackerspace, c'est deux trucs différents. Ouais. Il y a un Hackerspace à Genève où il y a du monde en tout cas, et il y a un Fab Lab aussi. C'est souvent des communautés assez proches, moi en tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Parce que typiquement un BeagleBoat c'est vraiment super intéressant pour construire une imprimante 3D ou une machine outil à découpage CNC, c'est vraiment fait. C'est pas à peu près les prix? Comme je disais, ça va de 20 à 25 francs, ou à peu près l'équivalent en euros, pour un Arduino Uno comme celui-ci, alors, la première génération de BeagleBoat, elle était autour de 80 francs, mais là, c'est à peu près le prix. Ce qui coûte cher après, souvent, c'est les extensions. Par exemple, un modem GPRS pour Arduino, c'est de l'ordre de entre 70 et 90 francs. Ce qui coûte cher après, c'est les batteries. Les batteries, ça coûte très cher. Pour un projet que tu me demandais tout à l'heure, Nicolas, des projets concrets, on a fait un projet concret de monitoring d'exploitation agricole, pas d'exploitation agricole, mais d'irrigation, où là, clairement, la batterie, c'est une batterie de voiture, c'est ça qui coûtait le plus cher dans tout le montage. Ce qui peut coûter très cher aussi, c'est les panneaux solaires quand on veut faire de l'autonome. Okay. Ouais.
Et tu mentionnais que l'hardware du Raspberry Pi était open source. Ouais. Est-ce qu'il y a le moins d'intérêt en fait à ce qu'il soit open source? Oui, déjà parce que tu as la liste des composants, ça peut être utile. Si tu veux faire ta propre carte ou industrialiser, parce que faut bien voir que ces cartes, c'est avant tout des cartes de développement, et elles peuvent être utilisées comme base derrière pour des véritables produits. Et donc à partir des schémas de base, tu peux te créer ta propre carte où tu enlèves ce qui ne te sert pas. Typiquement, sur un Raspberry Pi, tu vas enlever les sorties vidéo si tu n'as pas d'affichage, le réseau, le réseau Ethernet, le contrôleur Ethernet, parce que si tu veux gagner, notamment en consommation, parce que chaque composant que tu laisses sur la carte, c'est un composant qui consomme. Donc à partir d'un schéma préétabli comme celui-là, en enlevant des composants ou en rajoutant, tu obtiens ta carte pour ton produit à toi. Et pour en finir avec ça, l'Arduino c'est pareil, c'est open source. Faut savoir qu'un Arduino, le minimum pour faire tourner un programme Arduino, c'est 10 composants. Il y a le microcontrôleur, une horloge, un certain nombre de condensateurs, et sorti de là, vous pouvez faire tourner un Arduino sur une carte, même complètement nue. Sur une carte de prototypage un peu comme ça, par exemple. C'était un noob qui veut juste commencer. C'est la dernière. Le noob qui veut juste commencer, qui connaît rien à tout ça. Tu lui conseilles laquelle des trois? Vaste question. Ça dépend ce que tu veux faire avec, en fait. Ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire avec. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes orientations. L'Arduino est vraiment orienté bas niveau. Donc, tu peux commencer à apprendre à contrôler des LED. C'est la base de la base. Hein. Je pense que le Pi a vraiment une communauté très orientée éducation, apprentissage, tutoriel. Ce que je disais, si tu vas sur l'Adafruit Learning System, il y a vraiment une palanquée de tutoriels qui existent dans à peu près tous les langages que tu veux. Merci.